Danielle Émilienne Isabelle Gouze n'a pas 20 ans quand elle épouse François Mitterrand. Elle ne peut alors imaginer quel sera son destin, ni de quoi elle sera dépositaire. Dans son dernier ouvrage, Le livre de ma mémoire, paru chez Jean-Claude Gazevitch, elle n'évite aucun de ces sujets qui troublent les mémoires. Les relations de François Mitterrand avec Bousquet, la francisque remise par le maréchal Pétain, mais aussi ceux qui les éclairent comme les engagements qui l'ont guidé tout au long de sa vie. Dans son journal intime, Danielle Mitterrand se plaît à croire qu'elle a peut-être sauvé sa maman alors qu'elle était encore dans son ventre, dit son bonheur de se lever chaque matin sans trop de douleur, et nous rapporte cette confession édifiante de François Mitterrand alors qu'il était président de la République. Je n'ai pas le pouvoir. Dans la minute qui a suivi le 20h où François Mitterrand, président de la République, ils appelaient François à 19h59 et à 20h01, ils l'appelaient Monsieur le Président. Eux, ils le faisaient pour marquer leur contentement et moi je me disais, mais enfin, c'est François. Alors il me disait, mais tu sais, lui, il me disait, c'est dans les mœurs. Je dis, mais oui, les mœurs, c'est nous qui les faisons, les mœurs. Ma mère était très amoureuse de mon père, puis mon père a eu une petite incartade. Et puis ma mère a été si malheureuse qu'elle ne voulait plus vivre. Et elle est enceinte de moi. Et moi, je joue mon rôle, je me dis, mais je veux vivre, moi. Elle ne peut pas mourir, parce que je vais mourir avec elle, je n'existerai pas. Tout mon parcours va s'arrêter là, à quelques mois de gestation. Et bon, je me fais plaisir en pensant que c'est peut-être moi qui l'ai sauvée. Mais ma mère était institutrice et elle savait bien enseigner parce que c'était pas une contrainte d'apprendre. C'était un jeu. On n'apprenait pas la liste avec la date de naissance, la mort. Bon, c'est pas l'histoire, ça. L'histoire, c'est l'histoire d'une famille, la famille humaine. Et maman la racontait très bien ainsi. On est passé du tam-tam presque, à la téléphonie sans fil, les hommes sur la lune. Et ma mère, elle a vécu tout ça. Elle n'avait pas l'air tellement époustouflée. Elle disait, ah oui, c'est formidable, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mais c'est bon, ça entrait dans le quotidien. Quand j'avais 23 ans et que j'allais à l'Élysée parce que François était ministre et que j'y allais comme femme de ministre, j'ai toujours essayé de démystifier ce pouvoir représenté par un palais. C'est vrai que j'étais émerveillée par... mais très très vite, j'ai compris que c'était un leurre, c'était une mystification. Bon, en définitive, c'est un bureau, l'Élysée. François, il était pris dans le système. Bon, pendant les 2 premières années de son premier septennat, il a été à peu près libre de mener toutes les mesures qu'il voulait mener. Bon, les mesures sociales, elles sont toutes entre 81 et 83. Mais au bout de 2 ans, on est dans un système qui broie, de 2 choses l'une, où on se met totalement en dehors du système, ce qui est impossible, parce qu'il est tellement puissant. Où on se met dans le système, c'est les 2 stratégies, et on essaye de l'infléchir. Bon, François il a essayé d'infléchir. Il est arrivé à infléchir un peu, mais pas suffisamment pour mettre en danger ou déséquilibrer ce système de la pensée unique, de la dictature économique. Bon, et il était vraiment dedans. Et il savait bien, quand je lui disais, mais François, tu as le pouvoir, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela? Je sais que tu voudrais le faire. Je sais, c'est dans tes écrits, c'est dans ce que tu dis, c'est dans les conversations que nous avons. Bon, pourquoi tu ne le fais pas? Il me disait, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir il est ailleurs. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi, il n'y a plus de secret, je suis le roi, les rois explosent, et l'audimat pulvérise l'audience. Je sais bien quand je me mêle de faire de l'économie, on dit mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle n'a pas fait d'études d'économiste, elle veut nous parler d'économie. Ben oui, parce que je vois, et puis je réfléchis, et puis j'ai un petit peu de jugeote. Et je me dis, mais ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas continuer à détruire à outrance sans laisser au moins à la Terre le temps nécessaire de se reconstituer.
Parce qu'un beau jour, elle ne nous donnera plus rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus d'eau potable du tout? Il faut que les actionnaires soient contents et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Il faut faire de l'argent. Peu importe si c'est au détriment d'une population, c'est leur culture. Or, nous, on a fait un autre choix de société. Le choix de société, il repose sur l'humanisme, sur l'homme, sur la vie. Ce sont des choix de société qui ne peuvent pas se rencontrer. C'est l'eau et le feu. La civilisation actuelle et le système dans lequel on vit nous amènent à être robotisés. Bon. Et alors là, ça sera une grande réussite. Il n'y aura plus d'humanité. Ça sera une grande réussite pour ceux qui veulent conduire et mener le monde et maîtriser le monde. Ils n'auront que des robots qui penseront comme ils veulent qu'ils pensent, la pensée unique. Et nous nous rébellons contre cela. Et moi, je me rébelle contre cela. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai compris qu'il y avait des gens qui parlaient et que personne n'entendait. Et avec la Fondation, quand j'ai rencontré les Kurdes ou les Tibétains, eh bien, personne ne les entendait. Ils le tenaient, ce discours. Il y avait d'autres que moi qui essayaient de le faire. Et puis, je me suis trouvée dans une situation où, tout d'un coup, ce discours est devenu sur le devant de la scène. Et je crois que ça a été ça ma mission. J'ai pensé que je pouvais être utile. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'à mon âge, le matin, je me lève et je me dis, j'ai pas trop de douleur. Je peux encore m'indigner, et j'ai l'impression d'avoir toujours 17 ans dans ma tête.